Merci beaucoup. Asseyez-vous. Asseyez-vous. On ne fait que commencer alors. Soyez les bienvenus à Washington. Je sais que pour la plupart, vous venez pour la première fois aux États-Unis, alors soyez les bienvenus au nom du peuple américain. Bienvenue aux États-Unis d'Amérique. C'est un honneur véritablement de vous avoir ici. À tous ceux qui nous regardent depuis l'Afrique, en ligne ou par le biais des médias sociaux, vous faites partie de la réunion et nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Alors, remercions Faith tout d'abord de sa magnifique présentation. Et je dois dire que Faith ne semblait pas du tout intimidée de se trouver sur la scène. Elle ne me donne pas l'impression de manquer de confiance et elle fait un travail énorme en Afrique du Sud pour encourager les jeunes, en particulier les femmes. Je ne suis pas ici pour faire un grand discours. L'idée de ce genre de réunion, c'est de vous écouter. Mais tout d'abord, brièvement, je vous dirai pourquoi. Je suis convaincu du bien fondé de votre visite. La semaine prochaine, je recevrai une réunion véritablement historique, le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Président, Premier ministre de 50 pays. Ce sera la réunion la plus importante qu'un président américain jamais accueilli avec les chefs d'État et de gouvernement africains. Et reflète un principe qui a guidé ma démarche vis-à-vis de l'Afrique depuis que je suis devenu président. La sécurité, la prospérité, la justice que nous cherchons dans le monde entier ne pourra jamais être réalisée en l'absence d'une Afrique prospère, autonome, forte, alors que nous essayons de résoudre les crises, les défis ailleurs dans le monde qui domine la une des journaux souvent. Alors que nous reconnaissons les épreuves que connaissent les Africains au quotidien, nous voulons aussi être sûrs que nous allons exploiter le véritable potentiel de l'Afrique d'aujourd'hui, qui est le continent le plus jeune et à la croissance la plus rapide. Le sommet de la semaine prochaine abordera la question de savoir comment construire un nouveau modèle de partenariat entre l'Amérique et l'Afrique, un partenariat entre égaux, centré sur les capacités de multiplier les opportunités, de renforcer la démocratie et de promouvoir la sécurité et la paix. Mais ce n'est pas le gouvernement seul qui peut y parvenir. Il faut absolument qu'il y ait un engagement véritable des jeunes, surtout des jeunes. C'est la raison pour laquelle, il y a 4 ans, j'ai lancé cette initiative pour les jeunes dirigeants africains, afin de véritablement permettre que s'épanouisse le talent incroyable, la créativité de jeunes Africains comme vous. Depuis lors, nous avons forgé des partenariats avec des milliers de jeunes de tout le continent. Nous leur avons donné les compétences, la formation, la technologie dont ils ont besoin pour créer de nouvelles entreprises, pour éveiller le changement au sein de leur collectivité, promouvoir l'éducation, la santé et la bonne gouvernance. L'an dernier, en Afrique du Sud, lors d'une réunion un peu comme celle-ci à Soweto, dont certains d'entre vous y étaient d'ailleurs, j'ai annoncé la prochaine étape, le programme de bourse en faveur des jeunes leaders africains. Il s'agissait de donner à des jeunes Africains l'opportunité de venir aux États-Unis et de développer leurs compétences en tant que leaders au niveau de la société civile, du monde des entreprises, du gouvernement. La réponse était incroyable. Dans tout le continent, des jeunes hommes et femmes se sont engagés, sont lancés dans ce voyage. Les villes, les villages les plus éloignés, sans téléphone, sans Internet. Ils ont pris les pistes, ont voyagé en car, en train. Une femme du Zimbabwe a pris d'abord un premier autobus pour 5 heures, ensuite un autre pour 6 heures, et finalement 7 heures de plus, 2 jours pour parvenir à son entrevue. 50 000 jeunes Africains extraordinaires, finalement, ont participé, sont venus voir pour partager leurs idées, forger de nouveaux partenariats et pour que tous sachent qu'ils souhaitent ce changement. Et vous devez savoir, tous doivent savoir que vous êtes la pierre angulaire de notre partenariat avec la jeunesse africaine. Aujourd'hui,
ce programme Washington Fellows, un programme d'échange différent de ce qui existait. Et on trouve parmi vous cette jeune femme du Zimbabwe qui a connu ce voyage en autobus pendant 2 jours, Abigail Muleya. Où est-elle? Abigail, voilà. La voilà. C'est pas mal comme voyage en autobus. Bien, alors passons aux choses plus sérieuses. Comme j'ai dit, j'ai lancé ce partenariat, ce programme à Soweto, pas trop loin de la maison de Nelson Mandela. Et l'esprit du programme reflète l'optimisme de Madiba, son idéalisme, sa foi dans ce qu'il appelait l'héroïsme sans fin de la jeunesse. Et aujourd'hui, avec la bénédiction de la famille Mandela, nous sommes très reconnaissants. Je suis heureux d'annoncer que le nouveau nom du programme est le Washington Fellowship Mandela. Et vous êtes la première promotion de ce programme de boursiers de Washington, baptisé du nom de Mandela. Je sais que vous avez été très occupés. Vous avez fréquenté la meilleure université des États-Unis. Vous avez appris à construire une organisation de base, à gérer une entreprise ou une institution. Et comme l'un d'entre vous me l'a dit, j'ai le cerveau en ébullition, plein d'idées. Et je sais que c'est également des défis que nous discuterons lors du sommet de la semaine prochaine. Et j'ai lu d'ailleurs vos recommandations. Elles sont extraordinaires. C'est un travail magnifique car il dépeint votre vision de l'Afrique, vos idées. Mais ici maintenant, à ce sommet, vous allez avoir l'occasion d'entendre les voix premières de notre nation et l'une d'entre elles d'ailleurs, mon épouse Michelle. Pas mal de membres du Congrès qui appuient le programme sont ici également. Je sais qu'ils les voilà, ils sont dans la salle. Des membres éminents du Congrès sont là et vous aurez l'occasion d'ailleurs de rencontrer certains d'entre vous. Et certains d'entre vous d'ailleurs feront des stages dans les cabinets des membres du Congrès. Mais aussi, vous allez emmener chez vous ce que vous avez appris ici pour le mettre en pratique. On a pris des photos avec des responsables d'université qui vous ont reçus. Et tous m'ont dit qu'ils étaient absolument extraordinairement satisfaits de chacun d'entre vous, de voir ce que vous avez appris. Je sais aussi que vous avez connu les États-Unis. Cet endroit qui me font qui nous sommes, y compris ma ville natale de Chicago. Vous avez connu certaines de nos traditions, par exemple une fête de quartier. Et puis aussi vous aviez goûté notre nourriture, notamment du barbecue à la Texane, à Austin. Vous l'avez bien aimé le barbecue, hein? Donc, on vous a présenté ce bétail extraordinaire. Et puis, les Américains ont également se sont enrichis grâce à vous, car chaque échange est une occasion pour les Américains de voir l'Afrique, que l'on oublie trop souvent, mais cette Afrique novatrice, croissante, dynamique et une nouvelle génération, vous tous, sur Facebook, sur Twitter, créent de nouvelles façons de se connecter, telles que Yokus ou Mixit. Et je vois d'ailleurs que certains d'entre vous sont en train de twister la réunion. Oui, voilà. Il est en train de prendre des photos. Tout le monde ne croyait pas que je n'avais pas remarqué. Vous devriez vous mettre debout sur votre chaise pour prendre de meilleures photos. C'est vraiment cool.
Cette initiative pour les jeunes dirigeants est un investissement long terme en vous, en Afrique, en l'avenir que nous pouvons construire ensemble. Et aujourd'hui, je suis orgueilleux d'annoncer les prochaines étapes. Tout d'abord, tenant compte de l'extraordinaire demande de ce programme, nous allons le doubler. Donc, dans 2 ans, nous accueillerons 1000 boursiers Mandela aux États-Unis chaque année. Ensuite, nous ferons davantage encore pour appuyer les jeunes entrepreneurs avec de nouvelles subventions, leur permettant de faire démarrer une entreprise et de former des entrepreneurs, des aspirants dans les petites villes, dans les zones rurales. Le prochain sommet de l'entrepreneuriat mondial, d'ailleurs, aura lieu pour la première fois en Afrique subsaharienne. Troisièmement, nous allons lancer toute une série de nouveaux outils pour vous encourager. Des cours, des programmes de mentorat, de nouvelles façons de se réseauter, de nouvelles séances de formation, des réunions avec des spécialistes pour faire démarrer des start-up. Tout cela commence aujourd'hui. Et tout ce que vous avez à faire pour faire démarrer tout cela, c'est d'aller visiter le site yali.state.gov. Tout cela, vous y trouverez des tas de ressources. Et finalement, nous allons créer de nouveaux centres leadership régionaux en Afrique. Nous avons mobilisé les universités américaines, des institutions africaines, des partenaires du secteur privé, notamment les fondations Microsoft et Mastercard, que je tiens à remercier. Dès l'an prochain, de jeunes Africains pourront se rendre dans ces centres régionaux pour y recevoir des formations en gestion, en entrepreneuriat. Nous démarrons au Sénégal, au Ghana, en Afrique du Sud et au Kenya. Et l'objectif est d'aider des dizaines de milliers de jeunes Africains à avoir accès aux ressources, aux savoirs dont ils ont besoin pour mettre toutes ces idées en pratique. Nous croyons en vous, en un mot. Nous croyons en chacun d'entre vous qui est en train de faire des choses extraordinaires, comme par exemple Adibejou Jayoba. Au Nigeria, elle a vu une amie proche mourir alors qu'elle donnait naissance à son enfant. Et depuis lors, elle a aidé à former des sages-femmes et à offrir des trousses de fournitures stériles, ce qui a sauvé énormément de vies, des vies de mères et de leurs bébés. Merci Adibejou. Nous voulons que vous sauviez davantage de vies encore. Un autre exemple, Robert Nkwangu. Voilà Robert. Robert est malentendant. Il ne peut pas nous entendre, mais il a vécu, il a vu la discrimination et le stigmatisme dont souvent qui ont des handicaps comme lui. Il les défend. Il défend leurs droits à l'école et au travail. Merci Robert. Nous voulons, nous aussi, votre partenaire pour défendre les droits universels de tous. Je crois aussi en Mambusu Ndiaye. Au Sénégal, elle a pris position contre la traite des êtres humains qui condamne trop de femmes et de filles au travail forcé, à l'esclavage sexuel. Elle dirige une académie qui éduque et donne des compétences et des formations professionnelles à ces jeunes femmes. Merci Madame Mambuso. Merci d'aider ces femmes et ces filles pour leur donner un avenir de dignité que toutes les femmes méritent. Je crois aussi en Hastings Kandavire. Dans sa région rurale du Malawi, il a vu des villages dans l'obscurité sans électricité. Depuis, il ramasse la ferraille, construit des générateurs dans le jardin de sa maison et ensuite les emmène près du ruisseau pour pouvoir générer de l'électricité. Ainsi, les agriculteurs peuvent irriguer leurs récoltes et les enfants étudier le soir. Merci,
Et chacun d'entre vous a sa propre histoire. Et je crois en chacun d'entre vous, car vous montrez ce qui est possible. Nous voyons la vision que chacun a, non pas grâce à ce que vous avez vu ici aux États-Unis, mais surtout grâce à ce que vous avez vu au cours de votre vie, ce que vous avez déjà fait. Sobel Ngome vient du Sénégal. Sobel a dit une chose extraordinaire. Il a dit ici aux États-Unis, j'ai rencontré l'Afrique. L'Afrique, dans laquelle j'ai toujours cru, elle est belle, jeune, bourrée de talent, de motivation et d'ambition. C'est la meilleure description de l'Afrique, en effet. Être ensemble avec vous, en apprenant ensemble, en travaillant ensemble, en rêvant ensemble, n'a fait que renforcer sa détermination de réaliser des aspirations pour son pays, pour son continent. Alors à Sobel, à chacun d'entre vous, aux uns aux autres en Afrique, qui se sont mobilisés dans le cadre de cette initiative. Merci de nous inspirer. Merci de votre talent, votre motivation, votre ambition. Vous avez de grandes aspirations pour vos pays et votre continent. Et alors que vous continuez l'avenir qui sera meilleur encore que vous n'imaginez, je vous garantis que les États-Unis d'Amérique seront à vos côtés, seront votre ami et partenaire. Merci, merci à tous. Et puis maintenant, on va passer à quelques questions et commentaires. Voilà. Donc, je sais que vous êtes très passionnés. Tout d'abord, prenez vos places, asseyez-vous, si vous voulez bien. Merci. Très bien. Je ne vais pas pouvoir recueillir toutes les questions. Quelques règles du jeu, donc. Première règle du jeu. Ne vous mettez simplement debout pour me faire signe. Ne commencez pas à crier. Vous allez simplement lever la main et je tenterai de recueillir les questions une par une. Essayez, si vous voulez bien, de poser des questions concises et je vous fournirai une réponse concise de ma part. Si vous me demandez de vous expliquer comment nous allons mettre fin à toute guerre, eh bien, cela requerrait une réponse plus longue. On va voir comment cela se passe. Deuxième règle du jeu. Normalement, il y a des micros dans la salle, des micros ambulants. Lorsque je vous indique, pour recueillir votre question, attendez l'arrivée du micro. Veuillez vous présenter, indiquer votre pays d'origine avant de poser votre question ou de partager votre commentaire. Nous allons faire une alternance. Homme, femme, homme, femme. D'ailleurs, non, nous allons l'inverser. Femme, homme, femme, homme. Parce que ce que nous souhaitons apprendre aux autres de l'Afrique, c'est la force des femmes, la puissance des femmes, et qu'il nous faut renforcer le pouvoir d'action de ces femmes. À qui d'abord? Cette jeune dame ici, devant moi. À vous, madame. Attendez le micro. Avant de poser la question, il y a quelqu'un derrière vous, avec le micro. Veuillez vous présenter et bienvenue. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Sakane Nomana Chaba. Je viens de l'Afrique du Sud. Voici ma question. Nelson Mandela a aspiré la création du Fonds sud-africain des entreprises qui existe depuis 2 décennies, mais qui depuis n'existe plus. Y a-t-il des possibilités de créer de nouveaux fonds de ce type en Afrique à l'intention des entreprises? C'est une excellente question. Une chose fort intéressante d'ailleurs. Vous avez, pendant votre travail ici, développé et élaboré différentes plateformes en université. Et je peux dire que lors de mes différents déplacements en Afrique, j'ai remarqué la mesure à laquelle les jeunes Africains s'intéressent moins à l'aide et s'intéressent plus à des stratégies, des méthodes pour leur permettre de créer des opportunités de création d'entreprises, de commerce, entre autres. Ce n'est pas pour vous dire que cela n'importe pas que l'on aborde des défis très sérieux tels la pauvreté. Au contraire, il nous faut continuer ces luttes. Mais ce que nous reconnaissons tout un chacun, à mon avis, c'est
que pour parvenir à un développement durable, à une autonomie durable, pérenne, eh bien, ça doit obligatoirement passer par une appropriation de ce que l'on produit, être propriétaire de ce qu'on crée, créer des opportunités pour de la croissance et de la création organique, autochtone. Une partie donc du défi qui se pose dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est la mobilisation des ressources financières. Tant de personnes sur le continent africain se heurtent contre des obstacles dans ce domaine. Le financement. Le problème, ce n'est pas un problème du montant dont on a besoin, mais c'est que l'on n'arrive pas à trouver le capital initial, le financement initial. Nous comptons collaborer avec des structures existantes pour pallier les écarts qui existent dans ce domaine et pour pouvoir ensuite mobiliser les ressources existantes de la façon la plus intelligente pour cibler ensuite les jeunes entrepreneurs qui vont créer des petites entreprises qui vont se développer pour devenir un jour de grandes entreprises. Par le biais de ce complément de financement de notre part et accompagné de la formation et du réseautage qui passe par le réseau YALI, eh bien, nous allons voir fleurir de multiples entreprises, de multiples initiatives à travers le continent entier. Nous comptons aborder ces sujets lors du sommet des dirigeants africains ici à Washington la semaine prochaine. Et d'ailleurs, il nous faut également ne pas oublier de vérifier que ces financements reçus par les plus hauts dirigeants filtrent vers la base. Normalement, ce n'est pas normal qu'il faut être fils ou fille d'un personnage pour recevoir ces financements. Si vous avez une bonne idée, c'est normal que vous puissiez mettre cette idée à l'épreuve et être jugé ensuite selon vos propres mérites. Dans trop de pays encore aujourd'hui, ces systèmes existent et perdurent où il faut connaître les dirigeants pour recevoir les financements. Même aux États-Unis, si vous créez une entreprise, c'est toujours l'étape difficile, la mobilisation du financement initial. Les Américains sont nombreux. Lors du stade embryonnaire de la création d'une nouvelle entreprise, qui doivent faire de la porte-à-porte, demander aux frères, aux sœurs, utiliser leur carte de crédit, s'endetter. Ce sont des risques inhérents à la création d'entreprises. Je ne souhaite donc ne pas vous tromper dans ce sens. Pour toute personne qui rêve d'ouvrir, de créer une entreprise, ce n'est pas chose facile, mais on peut changer le cours des choses. On peut faire des contributions. En Afrique, le capital dont on a besoin pour lancer l'affaire n'est pas très important. Il vous faudra, par exemple, l'acquisition d'une seule machine qui vous permettra ensuite de fournir de l'aide aux agriculteurs de la collectivité. Et avec les ressources générées, vous allez pouvoir acheter une deuxième machine, une troisième machine, et ainsi de suite. Et ceci parce que les besoins en capital au stade embryonnaire ne sont pas prohibitifs. Je sais tout de même que parfois, on se heurte contre les obstacles lorsqu'on est à la recherche de ces financements initiaux. Nous allons mettre l'accent là-dessus lors de la création des stratégies. Alors, un garçon, un monsieur maintenant. Je vais demander à ce monsieur-là parce qu'il est tellement grand, tout simplement, parce qu'il est tellement grand de taille. J'aime bien les grands de taille. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Elhaj Abougoï du Sénégal. Le président Obama, c'est le premier président des États-Unis d'Afrique. Je vous demande donc,
Pouvez-vous nous dire les deux plus grands enjeux qui se posent aux États-Unis d'Afrique? Je suis le premier président afro-américain des États-Unis, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris. L'un des deux, si l'Afrique, le continent, allait devenir un jour les États-Unis d'Afrique, si vous aviez... c'est un exercice intellectuel, d'accord. C'est un exercice d'hypothèse. Je comprends. L'idée étant que si un jour, par exemple, le continent africain s'est constitué en États-Unis d'Afrique, qu'est-ce que j'aurais à dire au premier président ou à la première présidente femme de ces États-Unis d'Afrique? Ce que je dirais avant tout à ce président, c'est l'importance de cette question de la gouvernance. C'est parfois vu comme une question épineuse, délicate. Les gens se disent, et les États-Unis, eh bien, c'est qui pour nous dire, pour nous dicter la marche à suivre? Nos systèmes ici fonctionnent bien ici, les systèmes américains fonctionnent bien pour les Américains. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on ne constate pas que le Congrès coopère sans cesse avec nous. Votre système n'est pas parfait, le nôtre non plus. Je comprends tout ceci. Partons de cette base. Mais ce que je dirais, c'est ceci. Quelle que soit la richesse en ressources du pays, quel que soit les talents de sa population, si ce système de base, basé sur l'état de droit, un système qui repose sur les droits de l'homme, si on n'accorde pas au peuple un système pour aborder les questions, les problématiques avec le gouvernement, si on ne fournit pas la liberté d'expression, la liberté de réunion, s'il n'existe pas un cadre législatif qui stipule que tous sont égaux selon la loi, qu'il n'existe pas deux cadres législatifs pour les nantis et pour les autres, s'il n'y a pas une transparence du système qui tient les dirigeants pour responsables et qui garantit que ceux qui travaillent dur seront récompensés pour leur travail, si les moyens ne sont pas en place pour détruire la corruption, eh bien, les possibilités d'un tel pays se diminuent. Je dirais même qu'un tel pays ne parviendrait pas à ses objectifs. Un tel pays, surtout un pays qui regorge de richesses et de ressources, risque de tomber dans la corruption. Et cela existe dans le monde entier, par exemple. Il y a des pays comme le Singapour qui n'a pas de ressources. Un petit État, la taille d'une ville, doté de très peu de ressources naturelles et qui pourtant est très dynamique. Il y a d'autres pays dans ce monde, je ne les citerai pas, qui regorgent de richesses et de ressources naturelles. Mais en l'absence de l'état de droit et d'un manque de confiance, ces pays n'arrivent pas à fleurir. Les entreprises n'arrivent pas à s'y installer et à s'y développer. Il faut également qu'il y ait un système d'éducation en place, des infrastructures de base, autant de composantes de base qu'il faut avoir en place. Mais sans ce principe de base, que les citoyens auront les possibilités de réussir sur la simple base de leur mérite, que ces citoyens ne seront pas fouillés lors de points de contrôle sur la route,
ne peuvent pas passer sans donner des pots de vin, eh bien, si ces principes de base ne sont pas en place, la confiance de la société ne se crée pas, ne se renforce pas. Et cela crée toute une ambiance où les citoyens s'accaparent de ce qu'ils peuvent acquérir. On n'arrivera jamais à éliminer à 100% la corruption. Aux États-Unis, parfois, cela nous arrive de devoir emprisonner des hauts fonctionnaires pour des raisons de corruption publique. C'est une réalité aux États-Unis, c'est une réalité dans de nombreux pays du monde développé. Mais c'est plus l'exception que la norme chez nous. C'est ça la différence. La réalité aux États-Unis, c'est celle-ci. Si vous souhaitez créer une entreprise, vous déposez une fiche, un formulaire, vous avez peut-être à verser une contribution de $50, de $100, et c'est tout. Vous avez en contrepartie votre entreprise. Une entreprise qui ne génère peut-être pas des revenus encore, mais l'idée étant que, à la base, l'état de droit est respecté. C'est la norme chez nous. C'est le dénouement, c'est la réalité 95% du temps. Et c'est à partir de ça, à mon avis, qu'il faut commencer. Et c'est ce principe, c'est autour de ce principe que les jeunes, à mon avis, d'avoir de grandes attentes vis-à-vis de leurs dirigeants, de leurs leaders. Cette idée que non, 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 c'est différent chez nous, c'est le système africain. Bon, moi je vous dis non. Le moyen africain, ce n'est pas le fait de se faire élire et puis tout d'un coup, on a un compte en Suisse avec des millions de dollars en compte. L'état de droit, d'ailleurs, cela veut dire qu'à un moment donné, les dirigeants cèdent le pouvoir. Pas toujours de la même façon, mais s'il y a des dirigeants qui restent en poste à vie, le résultat, au fil des années, c'est qu'il n'y a plus de nouvelles idées, de nouvelles contributions, et l'état de droit, on le respecte de moins en moins parce que les hauts fonctionnaires commencent à se préoccuper plus de la pérennité de leurs emplois et moins du travail à faire. Excellente question, même si j'ai eu du mal à la comprendre au départ. Alors, une jeune dame, j'essaie de ne pas me limiter. Madame ici. Oui, vous. Attendez le micro. Bonjour, Monsieur le Président. Tshonge Silwa, je viens du Botswana. Je voulais savoir à quelle mesure ou quel est le niveau d'engagement des États-Unis pour aider l'Afrique à pallier, à éliminer les inégalités entre les sexes qui nous empêchent de réaliser les objectifs de développement du millénaire, y compris les objectifs en matière de lutte contre le VIH-Sida. Vous ne trouverez personne plus engagé envers cette question que moi-même, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, tout à l'heure, je l'ai évoqué, si on fait la comparaison de différents pays au monde, la comparaison des sociétés qui réussissent, des sociétés qui ne réussissent pas, l'une des mesures les plus sûres de la réussite d'un pays, c'est la façon dont ce pays traite ses femmes. Et si on y réfléchit, c'est logique. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, les femmes représentent la moitié de la population. Si vous avez une équipe, on vient d'avoir la Coupe du Monde. Disons, nous avons une équipe de foot. Nous avons donc une équipe de football. L'autre équipe, les adversaires,
arrive avec une équipe entière, alors que vous n'arrivez sur le terrain de match qu'avec la moitié de votre équipe. Quel sera le résultat? Si vous ne donnez les pouvoirs d'action qu'à la moitié de la population, eh bien, cela réduit de moitié les possibilités en ingénierie dans tous les domaines. C'est le premier point à ce sujet. Deuxième point, si vous formez, vous donnez les pouvoirs d'action à une mère, eh bien, vous faites ceci pour les enfants de cette mère également. Un homme, on lui donne une éducation, bon, ça va. Mais si on donne une éducation à une femme, eh bien, tout d'un coup, vous avez tout un village, toute une région, tout un pays qui s'instruit. C'est une priorité pour nous. C'est la priorité absolue pour nous. Nous allons en discuter la semaine prochaine avec les chefs d'État et de gouvernement à Washington. Nous avons constaté du progrès réalisé dans certains domaines à ce sujet, mais c'est dans ce domaine justement où les traditions parfois nous font entrave. Comme vous le savez, mon père était du Kenya. Voilà le contingent kenyan qui se fait entendre. Mais ce qui s'applique au Kenya, à mon avis, s'applique également à bon nombre des pays africains. Et ce n'est pas une particularité de l'Afrique. C'est quelque chose que l'on constate ailleurs dans le monde, dans d'autres régions. Certaines des traditions vis-à-vis des relations entre les sexes étaient peut-être logiques dans un certain contexte. Au Kenya, par exemple, au sein de la tribu de Luo, la polygamie existait. La polygamie qui se basait sur le principe suivant, que les femmes avaient leur propre complexe, leur propre terre. Elles avaient donc la main mise, l'autonomie au sein de ces terres, de ces lieux. Suite à l'urbanisation, tout d'un coup, on voyait l'exode rural, ces hommes qui regagnaient les villes et qui ont laissé au village les femmes qui n'avaient plus les mêmes pouvoirs d'action, les mêmes pouvoirs économiques. Ce système qui fonctionnait à l'époque ne fonctionne plus dans le contexte d'aujourd'hui. Et si on essaie de faire reproduire des traditions qui se basaient sur une économie à part entière, au sein d'une société à part entière, eh bien, cela ne va pas réussir dans le contexte d'aujourd'hui. En tant que continent, il faut faire une mise à échelle, une mise à niveau. On peut respecter les traditions d'antan, on peut respecter le passé tout en reconnaissant qu'il faut faire adapter ces traditions à l'âge d'aujourd'hui. Ceci étant dit, il y a certaines traditions qu'il faut éradiquer, tout simplement. La mutilation génitale féminine, désolé, à mon avis, il ne s'agit pas d'une tradition qui mérite d'être conservée. À mon avis, c'est une tradition qui s'avère être barbare et qu'il faut éliminer. La violence à l'encontre des femmes. Moi, bon, je n'apprécie pas trop cette tradition. Ce n'est pas une tradition qui m'intéresse. Il nous faut faire éliminer cette tradition de la violence contre les femmes. Une partie des tâches devant nous, c'est de discerner justement quelles sont ces traditions à conserver, quelles sont les traditions qu'il faut éliminer. Selon une tradition dans le milieu de la médecine, si on tombait malade, on vous faisait saigner. Bon, plus tard, on a décidé de mettre à l'épreuve les médicaments, d'essayer de nouvelles solutions. Nous ne sommes pas obligés de faire vivre certaines traditions comme la subjugation des femmes. Tout programme d'éducation, programme de santé, quel que soit le programme,
programme à l'intention des créateurs d'entreprises, eh bien, tout programme comprendra un volet égalité des sexes, égalité des chances. Ce ne sera pas un rajout écrit en marge, ce sera partie intégrale de tout programme. Et pour assurer la réussite de tous ces programmes, tous les hommes ici présents, ici réunis, vont devoir s'engager autant à l'autonomisation des femmes que les femmes le sont. Ne croyez pas que c'est une priorité qui doit concerner les femmes seulement. Les hommes doivent se préoccuper de ceci également. Et si vous êtes un homme fort, ce n'est pas normal que vous vous sentiez mal à l'aise aux côtés de femmes fortes. Ce monsieur avec la cravate couleur vive. Merci, Excellence. Je m'appelle Dida Zirai, je viens du Kenya. L'Afrique perd sa population en raison des famines et de maladies que l'on pourrait guérir. Nos gouvernements payent un service de la dette énorme aux pays du G8. Alors, quand les États-Unis mèneront-ils, dirigeront-ils les autres pays du G8 à pardonner la dette afin que nos gouvernements puissent être en mesure d'offrir des services essentiels, services sociaux, soins de santé, infrastructures, développement à nos peuples? Merci. Deux choses à dire sur le sujet. D'abord, il faut reconnaître, et c'est important, qu'en matière de santé, on a accompli des progrès très sensibles. Parfois, on est tellement centré sur les défis qu'on oublie d'où on vient et les progrès accomplis. Une fois qu'on voit les progrès accomplis, on se sent capable d'aller plus loin encore. Au cours des 20 dernières années, l'incidence de VIH a chuté de moitié en Afrique. La tuberculose, le paludisme, réduction des décès de 30 et 40% respectivement. 50% de moins de femmes meurent en accouchement. 15 millions de vies d'enfants ont été épargnées. Et à l'heure actuelle, nous offrons non seulement une assistance grâce à des programmes comme PEPFAR, mais nous avons également donné dont il avait besoin au gouvernement pour multiplier l'infrastructure, les réseaux, former des prestataires civils de santé, infirmières, médecins, etc. Donc, nous faisons des progrès. Je crois par contre qu'il y a une discussion légitime que l'on peut avoir à propos du pardon de la dette, l'annulation de la dette, lors de réunions avec ce qui maintenant est devenu le G7, ne l'oublions pas, mais enfin, ça c'est un autre sujet. Et je ne voudrais pas m'y avancer. Je crois qu'il y a une véritable ouverture quant à la façon d'aider afin de veiller à ce que les pays ne soient pas écrasés par des dettes, les gaspillages de leaders du passé. Mais maintenant, les pays ont pris des mesures d'amélioration, mais ne sont pas en mesure de se libérer du fardeau de ces dettes. Je questionne l'idée suivant laquelle il y a un échec du côté de la prestation de services, c'est en raison de la dette imposée par l'Ouest. Disons, j'en doute. Bien sûr, je vais veiller la controverse. J'ai l'habitude, je le sais. Par définition, si enfin, quand j'étais à l'université,
Les questions de dépendance, de termes de l'échange, l'héritage du colonialisme, c'était les sujets de discussion fervente. Et il ne fait pas de doute que si on remonte à l'ère coloniale, on peut retrouver la trace de pas mal de problèmes qui affligent le continent à l'heure actuelle. Tracer des frontières sans prendre en compte les frontières naturelles ou les relations entre ethnies. Si on voit les ressources qui ont été exploitées, la richesse qui a été extraite sans qu'il y ait de véritable retour, en raison du système d'échange tel qu'il s'est développé, qui fait aussi qu'on n'ajoutait jamais vraiment de valeur dans le pays, on envoyait la matière première ailleurs. Il y a toute une série d'arguments légitimes que l'on peut avancer, historiques, qui ont entravé le développement de l'Afrique. Mais, à un moment ou l'autre, il faut cesser de regarder ailleurs pour trouver la solution. Il faut tourner les yeux vers l'intérieur. L'histoire est forte, elle est puissante. Et parfois, il faut regarder l'histoire pour comprendre l'avenir. Et dire, bon, dans le passé, on a raté, mais on ne va pas l'utiliser comme excuse pour ne pas aller de l'avant. Et la vérité, il n'y a pas un seul pays en Afrique, et c'est vrai d'ailleurs pour les États-Unis aussi, avec les ressources dont ils disposent, ne pourrait pas se trouver en meilleure situation. Il y a pas mal de pays qui génèrent énormément de richesses, je ne vais pas les nommer, mais vous pouvez deviner, il y a pas mal de pays qui génèrent de gros revenus, ont beaucoup de ressources naturelles, mais qui n'investissent pas l'argent dans leur village pour éduquer les enfants. Il y a beaucoup de pays où les dirigeants avaient, eux, beaucoup de ressources. Mais l'argent ne revient pas dans le pays pour créer des dispensaires ouverts aux jeunes mères. Donc, oui, je crois que c'est important que les pays occidentaux, les pays avancés examinent leurs habitudes du passé. Si des prêts, des crédits ont été consentis aux pays, mais qui n'ont pas été investis dans des entreprises productives par les leaders de l'époque. Ces leaders ont disparu depuis longtemps, mais les pays ne sont toujours pas sortis de la dette. Alors pouvons-nous, stratégiquement parlant et de façon ponctuelle, trouver la façon d'aider et d'offrir une aide? Ça, c'est un sujet qui mérite discussion. Mais il ne faut pas penser non plus que ça, c'est l'empêchement majeur, que c'est la raison pour laquelle on n'a pas vu davantage de progrès dans beaucoup de pays. Il y a suffisamment de ressources dans les pays, même si on offre le service de la dette pour arriver à de meilleurs résultats qu'on l'a fait dans certains cas. Bien. Oui, dans le fond de la salle, là, cette jeune dame. Oui, vous qui portez des lunettes, hein. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Zou. J'aime le nom. Je viens de Madagascar. Et c'est un honneur pour moi, Monsieur le Président, que de pouvoir vous remercier au nom de mon pays d'avoir réintégré Madagascar dans l'AGOA. En 2015, que se passera-t-il après 2015? Nous savons tous que l'AGOA a été une façon extraordinaire de faire diminuer le chômage de nos jeunes dans le pays. Mais que se passera-t-il après 2015, à la fin de l'AGOA? L'AGOA, enfin je crois que vous savez, c'est un des principaux outils dont nous disposons pour promouvoir les échanges commerciaux entre les États-Unis et beaucoup de pays africains.
L'AGOA arrive à expiration. Les négociations ont lieu en ce moment même. On fera davantage de progrès la semaine prochaine. Je crois que nous avons tiré les enseignements. Nous savons maintenant ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et on l'a vu dans la première étape d'AGOA. Dans certains cas, ce que nous avons découvert, c'est que pas mal de pays, même s'il n'y avait pas de barrières tarifaires, connaissaient malgré tout des problèmes, mais ne parvenaient pas à faire parvenir leurs produits sur les marchés. Et donc, ce que nous essayons de faire en partie, c'est trouver la façon de faire diminuer les autres barrières aux exportations pour les pays africains, pas seulement les tarifs, mais comment veiller à ce qu'il existe de meilleurs réseaux de transport, comment mettre en place des systèmes financiers qui permettent de couvrir les exportations, voire en un mot les empêchements, les entraves à l'exportation des pays africains. Et de façon séparée, sur un deuxième volet, comment mobiliser les échanges commerciaux entre pays africains. Car trop souvent, et ceci d'ailleurs est lié à l'héritage du passé au colonialisme, vous avez d'excellentes infrastructures pour envoyer des fleurs du Kenya vers Paris, mais il est très difficile d'envoyer du thé du Kenya vers la Tanzanie. C'est beaucoup plus près. Mais l'infrastructure n'existe pas. Et donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est trouver la façon d'intégrer l'Afrique. Cela dépend en grande partie de l'infrastructure, aussi d'une coordination entre systèmes réglementaires entre les pays. Et nous avons lancé une expérience en commençant par l'Afrique de l'Est pour voir si on parvenait à ce que l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, enfin, vous les connaissez mieux que moi. Nous avons commencé à travailler avec ces pays pour essayer de former des blocs commerciaux et qui soient efficaces. Évidemment, il y aura des marchés pour certains produits. J'ai parlé des fleurs du Kenya. Bon, ça c'est un marché qu'on trouvera principalement dans les pays les plus riches. Mais il y aura néanmoins des produits qui seraient beaucoup plus faciles de vendre si j'étais un homme d'affaires kényan. Ce serait plus facile pour moi de vendre mes produits à la Tanzanie ou en Ouganda plutôt que d'essayer de concurrencer une Nike ou une autre grande marque, Apple, aux États-Unis. Historiquement, si on voit la façon dont les échanges commerciaux se sont développés, si on voit l'Asie, où le commerce a connu une croissance extrêmement rapide, une grande partie des échanges commerciaux ont lieu d'abord, dans un premier temps, au sein de la région. Et ensuite, c'est là le tremplin pour arriver à des échanges mondiaux. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, nous pourrons aider. Mais pour répondre plus directement à votre question, nous sommes vraiment fermement engagés à ce que l'AGOA soit réautorisée. Bien entendu, nous avons ici des membres du Congrès qui s'occupent et qui s'intéressent énormément à cela. Il nous reste combien de temps, là? Ah, je viens d'entendre quelqu'un qui dit encore 1 heure. Bon, enfin, 2 questions encore. Je suis désolé, mais... Bon, alors, c'est le tour d'un homme. Voyons voir. Là, en blanc. Allez-y. 1 seconde. Attendez le micro. James Morsba du Libéria. C'est un plaisir de vous rencontrer, Monsieur le Président.
La législation antitrust. Vous allez réunir nos dirigeants la semaine prochaine. Allez-vous parler de la législation antitrust en Afrique ou pourriez-vous inclure ce point à votre ordre du jour pour résoudre nos problèmes au Libéria? Bon, chaque pays est différent, je serai honnête avec vous, je ne connais pas la loi antitrust dans chaque pays. Mais ce à quoi je m'engage certainement, c'est de parler de loi antitrust dans un contexte plus large, comme j'ai dit au début, dans le cadre de la question de l'état de droit et de son interaction avec l'économie. S'il existe des monopoles ou une collusion entre un petit groupe d'entreprises qui créent des barrières artificielles et s'opposent à l'entrée de nouveaux acteurs, la théorie économique vous dira que cela va être préjudiciable au consommateur qui va payer davantage. Ces entreprises peuvent concentrer davantage de richesses et de plus en plus de richesses sans nécessairement améliorer le produit. Et avec le temps, cela entraîne la stagnation de l'économie. Ici aux États-Unis, nous avons connu ces situations d'énormes sociétés qui contrôlaient réellement de vastes pans de l'économie. Nous avons publié des législations pour mettre fin à ces monopoles et nous avons légiféré pour empêcher que ces monopoles artificiels qui empêchent la concurrence ne revoient le jour. Donc, les lois antitrust sont un élément d'un ensemble plus vaste de lois et de principes que chaque pays devrait adopter en sachant que, bon, si vous réussissez, si vous êtes une entreprise comme Apple, novatrice ou une société comme Microsoft qui a créé un nouveau concept, vous devriez pouvoir devenir grand et réussir. Et Bill Gates, le fondateur, doit en bénéficier aussi. Mais on doit aussi veiller à ce que la prochaine génération, les Google ou Facebook, puissent à leur tour réussir sur le même espace. Cela veut dire alors qu'il faut veiller à ce que les premiers arrivés ne ferment pas la porte derrière eux. Et trop souvent, c'est précisément ce qui se passe dans pas mal de pays, et pas seulement en Afrique. Donc c'était très pertinent ce que vous avez dit et je le prendrai en compte et je veillerai à ce qu'on en parle dans le cadre d'une discussion plus large. Cette jeune femme ici, oui, elle a l'air tellement charmante. Merci. Jocelyne Kula, je viens du Kenya. Je le savais. Je savais qu'on avait une sœur Maasai. Merci de cette initiative et merci d'inviter les jeunes. Je sais que vous allez réunir nos présidents et j'aimerais savoir comment allez-vous parvenir à ce qu'ils s'engagent à respecter leurs promesses. Non, pas trop d'enthousiasme là. En partie, ce que nous avons fait ici en créant ce réseau de boursiers que nous allons doubler au cours des prochaines années, c'est que nous nous adressons directement aux jeunes pour créer ces réseaux et ces opportunités. Et ce que nous voyons déjà, c'est que pas mal de pays le voient avec enthousiasme. Je pense que ce pourrait être un outil de véritable appropriation, de développement. D'autres se sentent menacés, ça ne fait aucun doute. Mais le côté positif, c'est que nous allons créer ce réseau. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui suivent tout ça sur les médias sociaux ou en ligne. Nous aurons des centres régionaux et vous aiderez à garantir que ces promesses soient respectées.
tout un continent de jeunes sera vigilant. Et je suis sûr que vous allez tous vous impliquer. Les jeunes vont s'impliquer. On ne pourra plus les ignorer, on ne pourra plus ignorer les promesses. Donc je dirais à ces dirigeants, à vos dirigeants, vous devez mettre à profit la ressource la plus importante dont vous disposez, les jeunes extraordinaires de vos pays. Mais aussi, vous les jeunes, allez devoir les tenir pour redevables. C'est la raison pour laquelle ce réseau que nous avons aidé à créer est tellement important. Je sais que c'est triste, c'est dommage, mais je dois partir. J'ai du travail qui m'attend. Mais vous allez rencontrer des gens extraordinaires ici, vous allez pouvoir leur parler. Et surtout, c'est une opportunité extraordinaire d'être entre vous, de vous connaître les uns les autres, de comparer vos idées, de partager des idées aussi. Le message principal que je veux vous transmettre, c'est tout comme vous m'inspirez. Vous devriez être inspiré réciproquement, être votre source d'inspiration réciproque. L'Afrique a des défis énormes. Le monde, d'ailleurs, confronte des défis énormes. Mais quand je rencontre les jeunes qui sont stagiaires à la Maison-Blanche, et je les rencontre au bout de leurs 6 mois de stage, et en dépit de toutes les mauvaises nouvelles que vous lisez dans les journaux, voyez à la télévision, en dépit de toutes les choses terribles qui se passent dans le monde, si vous deviez choisir une époque de l'histoire du monde au cours de laquelle vous souhaiteriez naître sans savoir quel est votre statut ou quel pourrait être votre statut, eh bien, choisissez aujourd'hui. Le monde a fait des progrès, l'Afrique a fait des progrès. Et il y a moins de conflits, il y a moins de guerres en Afrique. Il y a davantage d'opportunités, davantage de démocratie, davantage de respect des droits de l'homme. Le progrès parfois est lent et frustrant. Parfois on fait 2 pas de l'avant et 1 pas de l'arrière. Mais ce qu'il y a de magnifique quand on est jeune, c'est que vous n'êtes pas prisonnier du passé et vous pouvez modeler l'avenir. Si vous travaillez dur, si vous travaillez ensemble, si vous restez confiant dans vos propres possibilités et si vous n'êtes pas découragé par les reculs, vous vous relevez, vous vous époustez et vous retournez et vous reprendrez, dans ce cas-là, je n'ai aucun doute. Ce que vous laisserez après vous par la prochaine génération sera une Afrique forte, vibrante, prospère et un des grands acteurs du monde. Alors, bonne chance et nous verrons.